Est-ce que ce type d'infection est possible ? Je suis Jessica Quintin, je suis directrice de recherche à l'Institut Pasteur à Paris. Je suis aussi co-directrice du département de mycologie et responsable de l'unité immunologie des infections fongiques. Au sein du département est le Centre de référence national des mycoses et des antifongiques qui a pour mission, donnée par Santé publique France, de suivre l'épidémiologie des infections fongiques qui peut arriver donc en pathologie humaine. Et donc j'ai été invitée à décrypter la série The Last of Us en tant qu'experte des infections fongiques. N'importe quel champignon serait capable de se frayer un chemin vers notre cerveau et de prendre le contrôle de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards d'entre nous. Et donc oui, dans les années 60, il y avait déjà des épidémiologistes et les infections fongiques étaient déjà étudiées. Et c'est vrai que les champignons sont des êtres vivants à part, très intéressants, mais surtout très sous-estimés. Et c'est pour ça que dans l'extrait, quand il dit les champignons, tout le monde justement réagit en disant « haha ». Alors, les champignons. Oui, tout le monde réagit de cette façon. Alors pourquoi, dans les années 60, les personnes en rient et même encore aujourd'hui? C'est parce que les infections fongiques sont sous-estimées. Parce que justement, ce sont des infections majoritairement opportunistes. Donc peu d'intérêt parce qu'il faut qu'il y ait d'abord une immunodépression pour que le champignon puisse proliférer. Donc peut-être qu'on n'en parlait pas autant avant, mais vu que la population potentiellement infectée augmente, il y a un regain d'intérêt. On sait même que les infections fongiques tuent aujourd'hui autant de personnes que la tuberculose, et donc on atteint quand même 1,6 million de décès par an. Donc il y a une vraie nécessité de travailler sur les infections fongiques. C'est vrai que ça prend du temps parce qu'à nouveau c'est sous-estimé. C'est pas la priorité des fonds de recherche. Il existe un champignon qui infecte les insectes. Il s'attaque à une fourmi, par exemple. C'est vrai. La majorité de ces champignons, on en connaît 70 000 espèces, infectent les insectes, les arachnides. C'est globalement le cycle de la vie. En fait, les champignons sont hyper utiles pour la Terre et l'humanité. Beaucoup de champignons produisent des molécules d'un grand intérêt médical, et donc ils montrent évidemment l'exemple de la pénicilline. Non, parce qu'ils sont gentils aussi, les champignons. Donc là, ils ont invité une scientifique. Elle identifie la souche de champignons sur une lame. Très bien, elle enlève ses lunettes. Toujours enlever ses lunettes avant de regarder au microscope. C'est des lentilles déjà. Hein. Ini Ophiocordyceps. Alors ça, c'est assez surprenant parce que c'est impossible, en tout cas très rare, enfin moi je ne saurais pas faire, d'identifier une espèce de champignon juste sur l'âme. Ophiocordyceps, c'est un champignon qui existe, hein, donc chapeau aux scénaristes. Je pense qu'en fait, ils font référence à Ophiocordyceps unilateralis. Ce champignon-là ne va infecter que cette espèce spécifique de fourmi, qui est appelée du coup fourmi zombie. Les spores de champignons vont se déposer sur la surface de la fourmi, donc sa carcasse, et le champignon donc va faire des trous dans la carcasse pour infecter la fourmi, et du coup il va proliférer dans la fourmi, et là c'est vrai que la fourmi est encore en vie pendant que l'infection a lieu, hein, mais comme dans tout type d'infection. Elles vont s'accrocher à une feuille, donc il va y avoir une paralysie des muscles de la mandibule pour que cette fourmi puisse s'accrocher, et à partir du moment où la fourmi est accroché, là du coup le champignon va vraiment utiliser toutes les ressources qui existent donc de la fourmi pour continuer son cycle de vie à lui. Il va aussi proliférer sur la feuille, hein, donc tout est attaché. Et donc au bout d'un moment, quand le champignon a fini son cycle de vie dans la fourmi et sur la feuille, il va y avoir un filament qui va pousser et qui du coup va éclore et donc distribuer des spores qui vont tomber sur le sol et donc éventuellement réinfecter d'autres fourmis, mais on n'est pas sur des fourmis mortes vivantes, et ces fourmis n'ont pas des capacités surnaturelles, elles vont pas plus vite. Elle va inspecter l'humain, hein, qui visiblement a été porteur de l'échantillon. Elle est troublée, évidemment, elle a peur, hein, ce que je comprends, parce qu'on est quand même sur de l'inconnu. Donc elle porte toutes les protections nécessaires lorsqu'on ne sait pas quel type de pathogène est présent. On ne sait pas si c'est dans l'air, si c'est tactile. Donc elle ouvre la blessure, donc qui est certainement là où il y a eu la morsure, et donc le potentiel point d'impact
l'impact, enfin en tout cas la zone dans laquelle il y a eu le plus de champignons. Elle voit quelque chose de blanc-gris, ce qui pourrait effectivement faire penser à du champignon. Il y a des champignons, quand ils poussent, ils sont tout blancs ou gris comme ça. Pourquoi pas? En revanche, que ça fasse ce genre de couverture de champignons à l'intérieur du tissu, sous la peau, à la surface du muscle, je sais pas. C'est peut-être un peu étrange. Et donc là, elle sort des filaments et du coup, les filaments seraient vivants et arriveraient à bouger tout seuls. C'est très joli, mais on est peut-être à nouveau sur un amalgame par rapport aux champignons. Ils sont connectés. Les scénaristes font peut-être référence au réseau mycorhizien lorsque les plantes sont connectées entre elles grâce en fait aux champignons qui poussent donc dans le sol et se mettent en symbiose avec leurs racines. Parce que du coup les champignons vont faire un réseau, le mycélium, et donc grâce à ce réseau, ça permet du coup aux plantes d'être connectées. Elles peuvent partager des nutriments, elles peuvent même communiquer, par exemple, on sait, il y a des exemples spécifiques où une plante va être infectée et va pouvoir signaler aux plantes plus loin qu'il y a eu une infection. Éventuellement, ces plantes vont du coup pouvoir mieux se protéger. C'est le seul lien que je peux voir. Ophiocordyceps ne fait pas de mycélium. Et surtout, le mycélium pousse très lentement. C'est très anecdotique. Donc là, pareil, c'est peut-être une surinterprétation. Oui, donc là, du coup, c'est un extrait du jeu vidéo. Ils sont dans une zone sombre, humide. C'est propice à la prolifération fongique. Et donc, Joël, lui, court avec un masque, alors que Ellie, pas. Ellie est donc immunisée. Et donc, du coup, c'est pertinent que Joël, lui, se protège, et donc particulièrement dans les zones où il va y avoir beaucoup de spores. Dans la mesure où on sait que voilà, les champignons et les cordyceps, ophiocordyceps, font des spores. Le fait que cette infection par les spores ait disparu dans la série, ça enlève un petit peu ce côté vrai, mais je pense que c'est un choix cinématographique. Filmer des gens tout le temps avec un masque, ce serait moche. Donc la mycologue est sortie du laboratoire et elle demande du coup comment s'est passée cette infection de cette femme. Di pabrik tepung dan gabah di barat kota. Lahan yang sempurna untuk itu. Et donc l'idée, ce serait éventuellement donc qu'un ophiocordyceps dans la farine aurait infecté des hommes par l'assimilation orale. Et donc que du coup, ensuite ces hommes puissent propager l'infection par morsure, donc il y a le côté oral aussi. Bon, là c'est compliqué parce que lorsqu'il y a une injection orale, on sait que ça va aller dans le système digestif et que du coup ça va aller dans le sang, donc c'est pas tout à fait la même chose qu'une morsure, parce que du coup ça voudrait dire qu'il y a du champignon dans la bouche et peut-être. Du coup la théorie de la farine, donc dans la mesure où Ophiocordyceps à nouveau infecte des insectes, on pourrait imaginer que du coup, effectivement, un Ophiocordyceps aurait infecté le verre de farine. Quand le verre est broyé avec le champignon, du coup, il y aurait des spores, mais là, du coup, c'est des spores. C'est pas forcément très cohérent, on va dire, du début à la fin, mais c'est quand même intéressant et ça reste un insecte, même si des infections à Ophiocordyceps sont pas, selon mes connaissances, été décrites dans le verre de farine. Pourquoi pas? Elle a étudié toute sa vie les champignons, comme d'autres. Tidak ada obat dan tidak ada vaksin. Oui, il n'y a pas de remède ni de vaccin contre Ophiocordyceps particulièrement. Aujourd'hui, on a des antifongiques. Et donc, connaissant la paroi du champignon de Ophiocordyceps, même si ça n'a pas été testé à nouveau selon mes connaissances, pourquoi pas? Il est probable à tester que nos antifongiques pourraient fonctionner contre ce type de champignon. La question que j'entends souvent et qui évidemment posée aujourd'hui, est-ce que ce type d'infection est possible? La réponse courte est non. La température de notre corps est bien trop élevée. Ce champignon-là ne va infecter que cette espèce spécifique de fourmis.
Donc il y a vraiment une évolution depuis des millions d'années pour que chaque cordyceps ait son propre hôte. Mais partons du principe, allez soyons fous, que Cordyceps ait réussi à évoluer pour réussir à vivre à 37 degrés. Si cela arriverait, il y aurait d'autres problèmes pour que ce genre d'épidémie ou de pandémie ait lieu. Déjà, l'homme n'est pas dépourvu de protection. On a un système immunitaire très complexe, beaucoup plus complexe que celui de la fourmi. C'est peu probable qu'en fait une infection fongique puisse créer une pandémie comme on peut voir pour une pandémie virale. Les champignons, normalement, ne se propagent pas d'un hôte vers un autre hôte. Je ne vois pas comment un champignon pourrait prendre contrôle de nos mouvements, peu probable, voire pas possible. En revanche, des épidémies dues aux champignons, oui. On en a eu des exemples même durant la Covid, même si pour beaucoup, on a besoin d'avoir un terrain, on va dire, immunodéprimé. Il existe des champignons qui infectent les personnes sans avoir d'immunodépression, et ceux-là peuvent aussi prendre bientôt le pas, donc voilà. En conclusion, chouette série, je n'avais pas joué aux jeux vidéo, mais je suis fan de fiction, donc en tant que fan de fiction, très bien. En tant que scientifique, ouais, je m'inquiète juste de la possibilité que les gens fassent des amalgames par rapport aux champignons. La chronologie, est-ce que c'était des spores dans la farine et comment se fait-il qu'ensuite il n'y ait plus de spores? S'il y a contamination par morsure, comment ça fonctionne? Le diagnostic, leur appareil là, donc on le met dans la nuque, on ne sait pas si ça prend la température ou si ça prend le sang, mais là où quand même c'est assez génial, c'est que voilà, il y a eu un effort des scénaristes de se renseigner, et donc même s'il y a des incohérences, c'est un choix de scénario et à nouveau on reste dans de la fiction, mais ils ont quand même pris en fait, on va dire les choses les plus jolies, les plus intéressantes, les plus excitantes de différents champignons pour finalement créer ce champignon-là dans cette série. C'est pas mal d'avoir fait cet effort et d'avoir créé voilà, ce champignon qui d'ailleurs est très très beau, hein, mais voilà.